Pour la SNCF, il s'agit d'acquérir un TGV moins coûteux, plus économe en énergie, évolutif, plus capacitaire, plus confortable. À première vue, une équation à multiples inconnus sacrément complexe à résoudre. Mais une équation qui s'appuie avant tout sur l'histoire de la grande vitesse ferroviaire française. L'idée, c'est de reprendre l'héritage qui était présent sur les locomotives BB, dont la caractéristique au niveau de son design, et cette notion très panoramique, que l'on retrouve aussi sur les premiers TGV. Si le design d'aujourd'hui fait référence à cette locomotive qui tirait le Capitole entre Paris et Toulouse, il est surtout marqué par une rupture technologique, celle du premier TGV. Au milieu des années 70, quand le premier train à grande vitesse français est conçu, il est en avance sur son temps. Il doit atteindre la vitesse commerciale de 270 km/h, soit une centaine de plus que la moyenne des trains à l'époque. Et avec un tel objectif, le temps des locomotives aux formes rectangulaires est révolu. On s'est aperçu de l'importance de ces formes, de l'aérodynamisme, en augmentant donc la vitesse progressivement jusqu'aux 320 km/h d'aujourd'hui. Il n'y a pas loin en fait de 4 mètres entre l'extrémité du bout avant et l'axe du premier bogie. On voit pratiquement pas la différence entre la locomotive et les voitures. C'est un trait qui part en effet donc de la pointe avant et qui va jusqu'à la pointe arrière, tout en continuité. En plus d'exploser les vitesses, ce nouveau train est conçu avec une architecture des plus originales. Les bogies, les systèmes de roues, ne sont plus fixés de manière classique. Au lieu d'avoir 2 bogies sous chaque voiture, on les place entre les voitures, ce qui réduit leur nombre total. Limiter le nombre de bogies, c'est améliorer la résistance à l'avancement. Et le fait d'avoir une liaison assez rigide entre les différentes voitures, ça évite les mouvements, les phénomènes d'ondulation. Et donc, on a une rame à grande vitesse qui est très stable d'un point de vue dynamique ferroviaire. Le langage formel de ce premier design est en totale rupture avec les produits de l'époque. C'était un produit réellement innovant et qui a fait référence dans l'expression de la vitesse. Par la suite, tout en gardant le principe de la rame articulée, chaque génération a apporté son lot d'améliorations en jouant sur les performances, les coûts, le confort ou encore l'impact environnemental. Après le premier TGV mis en service en 1981, le fameux TGV Sud-Est et son emblématique couleur orange, la deuxième génération va adopter le bleu. Dans les années 90, c'est la deuxième génération qui a permis de déployer la grande vitesse partout en France, sur l'axe Atlantique, sur l'axe Nord, etc. Alors, le TGV Atlantique a été retravaillé dans les détails, notamment dans sa version 1 niveau. C'est toute la partie haute qui est retravaillée. Mis en service en 89, le TGV Atlantique passe de 8 à 10 voitures, de 380 à 480 places. Et surtout, cet engin de plus de 400 tonnes roule désormais à 300 km/h. Milieu des années 90, une troisième génération de TGV, TGV à 2 niveaux. Le succès de la grande vitesse fait que les lignes commencent à saturer. Et donc, il faut être capable d'augmenter la capacité des trains. Le TGV Duplex est le premier train à grande vitesse au monde à posséder 2 niveaux, capable de transporter 520 voyageurs par rame à la vitesse de 320 km/h. Une 4e génération de trains à grande vitesse, conçue exclusivement par Alstom et destinée au marché européen, n'a jamais circulé en France. C'est l'AGV, automotrice à grande vitesse, un engin capable de dépasser les 350 km/h. Il est vrai que Alstom a bénéficié des études réalisées dans d'autres produits grande vitesse, tels que l'AGV qui circule donc en Italie. Et la performance aérodynamique de ces trains a été prise en considération pour définir le design de ce nouveau TGV. Avec un aérodynamisme encore plus poussé que celui de l'AGV, voici donc la silhouette de la motrice du TGV-M. Comment a-t-on réussi à l'améliorer? Et en quoi sa forme est-elle aussi stratégique? Ce
qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 60% de la résistance à l'avancement, donc ce qui s'oppose au mouvement du train, c'est la motrice. Donc il était essentiel d'apporter des innovations sur ce premier véhicule. L'outil industriel, aujourd'hui, les évolutions dans notre capacité à produire des pièces plus complexes font qu'on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire par le passé, ou avec des coûts de production qui étaient vraiment pas raisonnables. Et aujourd'hui, on a des puissances de calcul, on a des logiciels qui permettent finalement d'aller travailler des zones qu'on ne savait pas travailler avant. Et ces zones retravaillées pour le TGVM sont bien plus nombreuses que pour le TGV duplex. Avec un double objectif, être plus efficace tout en ayant une allure qui marque les esprits. C'est d'abord une forme du nez qui a complètement évolué. Elle fait 1,50 m de plus que nos anciens TGV pour qu'elle soit beaucoup plus effilée et donc avoir une meilleure pénétration dans l'air. Mais on ne voulait pas aussi que cette forme soit insipide. On voulait lui donner aussi un caractère, notamment au niveau donc, de chaque côté de la cabine, au niveau donc, de ces fameuses épaules qui redonnent une force, l'expression d'une certaine puissance donc, maîtrisée. Au niveau du pare-brise central, on a éliminé les décrochements par rapport au TGV duplex. La vitre est désormais affleurante. En partie inférieure, c'est un élément capital qui a été redessiné. Le premier bogie, c'est vraiment une pièce qui aérodynamiquement est un point faible. Donc on l'a caréné et c'est une innovation par rapport aux anciens TGV. Caréner ce premier bogie est un élément important, améliorant l'écoulement de l'air et diminuant aussi les nuisances sonores. Si on a poussé le carénage jusque sous le train lui-même, une zone particulièrement sensible a été complètement chamboulée, celle de la cavité du pantographe, le bras qui permet de capter le courant électrique. La zone pantographe, c'est une zone sur nos TGV qui était assez perturbée d'un point de vue aérodynamique. On avait énormément d'équipements en toiture. Donc une des innovations du TGVM, c'est d'enlever le maximum d'équipements en toiture, de les intégrer à l'intérieur de la motrice pour avoir quelque chose de plus simple en toiture. Autour du pantographe, un travail très important a été fait de telle manière à ce que cet élément soit le plus caréné possible. Là aussi, minimiser, diminuer les turbulences autour de cet élément technique important. Avec le carénage de la zone pantographe, du bogie et tous les liftings aérodynamiques, la motrice n'a même pas fini de livrer tous ses secrets. Et certains sont capitaux, puisqu'ils permettent au TGVM d'embarquer bien plus de voyageurs. Pour découvrir ce qui se cache derrière cette nouvelle silhouette, il faut se rendre dans l'usine où l'on assemble un incroyable puzzle technologique. Un immense mécano totalement repensé. Le gros point, c'est qu'au lieu de repartir de l'ancienne génération et d'améliorer à droite, à gauche, on est reparti de zéro et on a revu le concept complet. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on refait maintenant pour arriver à quelque chose qui est moderne et qui correspond à son temps? C'est à Belfort, dans l'est de la France, qu'Alstom fabrique cette motrice d'un nouveau genre. Sur le site même qui a vu naître le premier prototype de train à grande vitesse français, dans les années 70, l'historique TGV 001. Et à Belfort, pour concevoir la motrice du TGVM, le travail a d'abord commencé au bureau d'études, une fois reçues les premières ébauches des designers. Quand on démarre un nouveau projet avec les designers de Saint-Ouen, ils nous présentent les esquisses, on regarde ce qui est faisable ou pas. On a fait plusieurs échanges pour voir comment on pouvait avoir quelque chose qui correspondait à ce qu'on voulait niveau design et qui correspondait à ce qu'on voulait niveau aérodynamique.